Aux origines de la crise, la recherche d'une rentabilité toujours croissante par les établissements financiers. Ceux-ci ont assoupli les conditions de prêt, notamment immobiliers, afin de faciliter l'essor des crédits dits subprimes, développement d'autant plus rapide que l'excès de liquidité dans le monde permet une surabondance de crédits. Pour diminuer les risques sur les banques, les crédits subprimes sont transformés en titres financiers et mis sur le marché, ce qui en fait accroît le risque sur tout le secteur financier. Mais le système est vertueux tant que le marché immobilier est à la hausse. Si un emprunteur est amené à défaillir, il est toujours possible de revendre la propriété avec une plus-value. Mais le marché immobilier se retourne et la machine se grippe. De plus en plus d'emprunts ne sont plus remboursés auprès des banques et d'importants risques sur les produits titrisés apparaissent de façon flagrante. Une crise de confiance gagne les marchés et les refus de prêts interbancaires deviennent de plus en plus courants, débouchant sur une crise de liquidité. Par effet domino, de nombreuses banques sont mises en difficulté et sont obligées de déprécier leurs actifs. Le choc ne se fait pas attendre. Amplifié par la morosité du marché de la pierre et des révélations sur les actifs pourris détenus par les banques et les fonds spéculatifs, les pertes bancaires s'amoncellent, la crise de confiance s'auto-alimente, une crise financière grave est amorcée. La crise financière pose 3 problèmes d'importance. La solvabilité des ménages est mise à mal, la croissance économique est freinée et la crise de liquidité va croissante, empêchant les refinancements des banques. Pour y faire face, les instances financières nationales et internationales affinent leur politique budgétaire expansionniste d'abord, afin de relancer la croissance, politique monétaire des banques centrales ensuite, via la baisse des taux d'intérêt et via des injections de liquidités aux établissements dans le besoin, politique fiscale enfin, afin de garantir la solvabilité des emprunteurs. Cependant, ces mesures n'enrayent pas les pertes bancaires, annoncées en cascade, et dont le corollaire est la faillite, ou quasi-faillite, de nombreux établissements financiers. Conséquence directe, la crise de confiance est amplifiée, ce qui rend les ménages de plus en plus inquiets et fait lourdement chuter les bourses mondiales. La tendance baissière est favorisée par la spéculation et les gains à court terme grâce aux ventes à découvert. Mais face à l'aggravation de la crise, les États interviennent pour rassurer les marchés, ils augmentent les seuils de garantie de dépôt pour les particuliers, injectent du capital et nationalisent les sociétés qui frôlent la faillite. Ils s'engagent sur des garanties de prêts interbancaires à hauteur de centaines de milliards d'euros. Les États-Unis mettent en place une structure de défaisance, le plan Paulson, pour racheter les crédits pourris et les banques centrales coordonnent leur politique monétaire pour enrayer la chute des bourses. Malgré tous ces efforts, les bourses continuent de chuter, les pays occidentaux entrent en récession.